tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de lecture horrifique. Parce que le mois dernier c'était le mois d'Halloween, donc j'en ai profité pour faire quelques lectures sur le thème terreur, horreur. Alors bon, je suis un petit peu en retard sur le timing, mais bon, il fallait bien que je finisse toutes mes lectures et que je prépare la vidéo. Donc je vais vous les faire dans l'ordre chronologique. Vous allez voir que j'ai vraiment eu des lectures assez éclectiques pour un même genre. Comme quoi on peut rester sur un même genre et se diversifier. Donc j'ai lu pas mal de classiques notamment, et je vais commencer d'ailleurs avec un des plus célèbres classiques de SF et d'horreur. Il s'agit de Le cas étrange du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Robert Louis Stevenson. Alors je pense que tout le monde connaît l'histoire de Dr Jekyll et de Mr Hyde. C'est un classique pas seulement de SF et d'horreur, mais aussi de la pop culture. Alors moi j'aurais aimé justement, en lisant, j'aurais aimé ne pas connaître, ne pas savoir l'histoire de Dr Jekyll et de Mr Hyde, parce que je trouve que ce qui est vraiment intéressant dans le livre, c'est évidemment le twist final. Et bon, bah c'est pas grave, parce que bon, après tout, la lecture est vraiment intéressante. Il s'agit d'une enquête en fait, hein, parce que Utterson, qui est le narrateur du livre, rencontre ce fameux Mr Hyde qui est absolument horripilant. Donc d'ailleurs le jour où il le rencontre, en fait, c'est parce qu'il est en train de tabasser une fillette, disons-le clairement, mais gratos. Et voilà, il se rend compte, voilà, qu'il a des manières horribles, qu'il est ignoble avec tout le monde, et qu'il est ami avec le Dr Jekyll, alors que le Dr Jekyll est un homme absolument admirable, généreux, altruiste. Tout l'inverse donc de ce Mr Hyde. Et quand Utterson découvre en prime que le Dr Jekyll a légué, a créé son testament en faveur de Mr Hyde, qui lui lègue tous ses biens, là effectivement, forcément il hallucine. Et donc il décide un peu d'enquêter pour savoir qui est ce Mr Hyde. Et bien évidemment, je ne vous dirai pas la suite. On sait jamais, des fois, que vous viviez dans une grotte ou je ne sais pas, mais que vous ne connaissiez pas voilà, le fin mot de l'histoire. Je préfère ne pas spoiler. Moi, j'aurais vraiment aimé découvrir comme ça ce formidable twist, waouh, qui est Mr Hyde. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais je trouve que c'est quand même une lecture à faire. Voilà, c'est très court, hein, ça se lit hyper vite. Et je suis contente d'avoir comblé mes lacunes. J'ai lu ensuite un autre classique de l'horreur, et pour cause, puisqu'il a non seulement été adapté 2 fois en film, mais également en série, série que vous avez peut-être découvert récemment sur Netflix. Il s'agit de Maison hantée de Shirley Jackson. Alors, je vous avoue que c'est un hasard, hein, si je l'ai lu récemment, parce que je ne savais pas que la série allait sortir, mais du coup, tant mieux. Je l'ai lu parce que il fallait que je trouve, pour mes challenges, hein, encore une fois, il fallait que je trouve une histoire de fantôme. Donc quoi de mieux comme histoire de fantôme qu'une maison hantée. Alors j'avoue que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus punchy. C'est vrai qu'il faut quand même un petit moment avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc on nous présente les personnages. Il y a d'abord le docteur Montag qui veut donc faire un genre d'enquête, on va dire, hein, sur la maison de Hill House, qui est donc connue pour être hantée, prétendument hantée. Donc le docteur Montag veut voir par lui-même quels sont ces phénomènes un peu paranormaux dont certaines personnes ont été témoins. Et donc pour cela, il fait venir 2 médiums, l'une qui est a priori reconnue, il s'agit de Théodora. Théodora donc apparemment a une espèce de don de double vue en fait, hein. Elle arrive à deviner, lire sur les cartes, etc. Visible bien sûr. Et la deuxième, c'est Éléonore, surnommée Nell. Éléonore en fait a une expérience un peu paranormale, donc de pierre qui serait tombée sur sa maison. Elle, pour elle, n'a rien à voir dans tout ça, mais évidemment le docteur Montag pense le contraire. Et puis il fait venir également un troisième protagoniste, il s'agit de Luc.
Luc est en fait un descendant de la famille qui possède la maison et donc qui en héritera plus tard. Donc le docteur Montag se dit qu'en tant que descendant, il aura sans doute une interaction particulière avec cette maison. Du coup, voilà, ces quatre personnages, en comptant le docteur, se retrouvent donc à passer quelques nuits dans cette maison. On va avoir également la présence de la gouvernante, Madame Dudley, qui est un personnage assez détestable en fait. Mais qui va avoir une grosse importance dans l'histoire. Et du coup, bien sûr, il va se passer des phénomènes, sauf que, alors évidemment, donc ce que je te disais au départ, il faut attendre la moitié du livre, malheureusement, pour que ces phénomènes apparaissent. Néanmoins, tout s'enchaîne assez rapidement, et en fait, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que tout tourne autour du personnage d'Éléonore à tel point qu'on se demande en fait si c'est pas elle qui aurait inventé, ou du moins si elle n'est pas la seule à ressentir les choses, parce que on a l'impression que les autres personnages ne sont pas réactifs, même limite elle passe un peu pour une folle. Voilà, donc ça interroge, vous verrez, je ne vous spoile pas, c'est voilà, c'est l'interrogation du livre, mais je ne vous dis pas tout ce qui va se passer. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, même si bon, voilà, c'est sûr, c'est pas un Stephen King, mais ça reste assez, il y a un côté très philosophique, très recherche des racines, etc. Voilà, bon, c'est un classique de l'horreur, on le sait, au vu de diverses adaptations. La série n'a pas du tout la même histoire en fait. Alors on retrouve les mêmes prénoms que les personnages, sauf qu'il s'agit d'une famille. Et alors là, pour le coup, non, la série envoie du lourd. Par contre, je n'ai pas vu les films, je n'ai pas eu cette chance, du moins pour le premier, parce qu'il paraît que c'est un chef-d'œuvre. Par contre, le remake, il paraît qu'il est absolument nul. Peut-être à l'occasion pour le premier film. Ensuite, alors toujours dans les classiques, je suis revenue un peu à la SF aussi, puisqu'il s'agit donc d'un auteur, un des auteurs les plus connus dans le monde de la SF. Il s'agit donc de H.G. Wells et j'ai lu L'île du docteur Moreau. C'est un livre que j'avais envie de lire depuis très 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 longtemps, mais dont je repoussais sans cesse la lecture pour des raisons qui m'échappent. Surtout qu'il est assez court, mais c'est particulier en fait. J'avoue que je m'interroge beaucoup sur le message de ce livre. Bon, je vous raconte un peu, si vous ne connaissez pas déjà l'histoire, moi je la connaissais, je connaissais le thème en tout cas. Le narrateur, Prendick, est invité, on va dire, sur une île, un peu contre son gré d'ailleurs, où officie le docteur Moreau et son adjoint, le docteur Montgomery. Prendick découvre en fait que tous deux pratiquent de la vivisection, en particulier bien sûr le docteur Moreau, de la vivisection sur les animaux. Et pourquoi en fait pour créer des créatures mi-animales, mi-humaines. Et ces créatures, en fait, s'organisent, on va dire, en une espèce de communauté sur l'île et obéissent à ce qu'elles appellent la loi, en fait, où elles s'efforcent, en fait, d'agir comme des humains, tout simplement. Donc ne pas boire à quatre pattes, ne pas marcher à quatre pattes d'ailleurs, ne pas se faire du mal, enfin ne pas jouer les prédateurs, toujours parler, voilà, donc agir comme des humains, c'est la loi. On se rend vite compte en fait que le docteur Moreau est une sorte de démiurge en fait, c'est-à-dire qu'il a créé son petit monde et c'est un peu le dieu que les créatures vénèrent. Mais on s'interroge un peu sur le pourquoi du comment. Moi, il y a deux choses en fait qui m'ont choquée dans ce livre. Premièrement, alors je sais, dans les deux cas, c'est à cause de l'époque, mais quand même, voilà, ça m'a marqué. Premièrement, la vivisection. Alors le narrateur, le héros, n'est pas du tout choqué par la vivisection animale, alors qu'il voit des animaux souffrir atrocement.
À un moment, il pense que le docteur Moreau fait de la vivisection sur les humains, et là, donc il panique, mais en même temps il panique parce qu'il se dit qu'il va être le prochain à y passer, et que c'est certainement pour ça qu'il a été invité sur l'île. Mais non, en fait, quand il découvre que non, c'est que des animaux, oh bah ça va, c'est pas grave. Voilà. Donc bon, voilà, forcément, c'est un peu aujourd'hui, ça pose un peu problème. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai trouvé le récit assez raciste en fait. Alors moi, j'apparente beaucoup ça à la colonisation parce que, alors bien sûr, là, il a créé le monde, mais en fait, le docteur Moreau donc s'efforce d'apporter un certain civisme, enfin, d'enlever la sauvagerie en fait de ces animaux. Et en fait, ce qui est problématique, on pourrait se dire, bon voilà, il n'y a rien de particulier, mais ce qui est problématique, c'est que certains de ces animaux sont comparés à des hommes noirs. Ils sont noirs, et surtout, ils ont un accent messier, par exemple, qui s'apparente à l'accent stéréotypé de l'époque coloniale, voilà, Tintin au Congo, etc. Et moi, ça m'a choqué parce que ce sont des animaux, je vois pas pourquoi ils auraient un accent. Du coup, ouais, je trouve que c'est un peu étrange. Et franchement, oui, voilà, j'ai l'impression qu'on est dans, voilà, les bienfaits de la colonisation. Regardez, alors les bienfaits, oui et non, puisque au final, le côté animal reprend le dessus. Enfin, je veux pas vous spoiler hein, non plus, mais je vous dis juste ça parce que ça m'interpelle sur le message en fait. Quel est le message? Est-ce que ça parle de colonisation? Est-ce que c'est pour dire, bah non, on va laisser les sauvages où ils sont? Ou est-ce que c'est pour dire, bah en fait, oui, la colonisation c'est mal? Ou est-ce que c'est simplement une question de religion? Est-ce que, voilà, on peut pas, est-ce que c'est pour dire, bon voilà, on a notre libre arbitre, c'est à nous de décider de ce qu'on veut faire? Voilà, donc moi je pensais que ce serait un livre sur les dérives de la science, et en fait pas du tout, c'est vraiment juste un prétexte, les expériences scientifiques, pour interroger sur quelque chose de beaucoup plus philosophique, métaphysique. Voilà, ben je vous laisse en juger, en tout cas vous-même, si vous le lisez, et éventuellement me faire un retour si vous l'avez déjà lu, de ce que vous pensez. Voilà, livre du docteur Moreau. Ensuite, je suis partie vers un tout autre style, et quelque chose de beaucoup plus récent pour le coup, hein, puisqu'il est sorti l'année dernière. Il s'agit de Sleeping Beauties de Stephen et Owen King, donc père et fils. Alors c'est pas de l'horreur à proprement parler, encore que on retrouve bon évidemment la patte de Stephen King, du fantastique, il y a quand même quelques codes de l'horreur. Alors moi j'ai vraiment adoré. Alors j'ai un bémol, je vais commencer par là. Je trouve qu'il est vraiment très très long. Non pas que ça me gêne les livres longs, hein, puisque j'en ai lu des plus longs que ça et sans m'ennuyer une seconde. Le problème, c'est que je trouve que ça perd un peu d'impact concernant le message que ce livre veut délivrer. Je trouve qu'on a beaucoup trop de personnages. C'est vrai que moi ça me gêne pas en général, je vous l'avais dit hein, pour Tsai Jun, pour La Rivière de l'Oubli, plus il y a de personnages, des fois plus c'est intéressant pour l'intrigue. Là le problème c'est que ça part un peu trop dans tous les sens. Il y a trop de présentation de personnages en fait. Ça met du temps à se mettre en place et du coup oui c'est moins impactant en fait, voilà, c'est moins percutant au niveau du message, et moi le message c'est évidemment quelque chose qui compte énormément pour moi. Puisqu'il s'agit du féminisme. Je dis souvent effectivement que les hommes sont moins bien placés, c'est vrai, c'est toujours vrai, les hommes sont moins bien placés que les femmes pour parler de féminisme. Néanmoins, quand ce sont des hommes qui sont bien renseignés sur la question, qui prennent le temps d'écouter des femmes notamment, et de pas se faire leur propre idée du féminisme à leur sauce, et eh bien ça donne quelque chose de génial, comme ça l'a été pour Complot de Nicolas Beuglet, qui est parfaitement référencé, sourcé, etc. Et là, ben, c'est le cas également pour Sleeping Beauties, bien sûr présenté d'une toute autre façon. On avait un thriller ésotérique d'aventure pour Complot. Là, on est plutôt donc, dans le fantastique. C'est pas plutôt, d'ailleurs, on est totalement dans le fantastique. Mais le message est là quand même, et bien là.
Alors Sleeping Beauties, en fait, c'est l'histoire donc d'une malédiction, hein, on peut le dire. C'est une malédiction qui touche les femmes donc du monde entier, a priori. Alors l'action a lieu dans la petite ville de Dooling, donc on sait que ça impacte le monde entier, mais tout est concentré sur Dooling en l'occurrence pour l'histoire, et heureusement parce qu'on a déjà suffisamment de personnages, donc si ça partait ensuite dans les autres pays, on s'en sortirait pas. Donc les femmes en fait s'endorment. Voilà, les femmes s'endorment, elles se retrouvent enveloppées dans un cocon, un peu comme comme un scaphandre de papillon, comme un chrysalide. Et donc forcément, les hommes se retrouvent de plus en plus seuls. Et également, ce qui n'est pas dit dans le synopsis, mais je vais vous le dire quand même, ça spoil pas, je trouve que c'est important d'en parler dans la chronique. Les femmes qui s'endorment se réveillent dans un autre monde, donc un genre de monde parallèle, hein, puisqu'elles sont toujours à Dooling en l'occurrence, mais elles sont donc dans un monde sans hommes, du coup elles sont toutes seules. Et donc voilà, qu'est-ce qui va se passer? Alors du côté des hommes, donc de la vraie vie on va dire, c'est le chaos en fait. Il y a de plus en plus de violence, certains hommes brûlent carrément les cocons des femmes, alors pourquoi? Par vengeance, par antiféminisme, etc. D'autres hurlent que voilà, cette malédiction c'est à cause du féminisme justement. D'autres encore sont totalement désespérés, finissent par se suicider parce que voilà, ils en peuvent plus de plus avoir leur femme avec eux. Enfin voilà, c'est l'apocalypse en gros. Et du côté des femmes, par contre, c'est l'apaisement total, c'est-à-dire que il n'y a plus d'hommes, donc plus de violence, plus de viol, plus de harcèlement. Les femmes se sentent libérées, se sentent bien, elles créent une communauté. Bon évidemment tout n'est pas rose, hein, donc Stephen King dit bien, Stephen et Owen King en l'occurrence disent bien que ce n'est pas la violence n'est pas l'apanage des hommes. Mais néanmoins, c'est les hommes en tant que groupe, hein, bien sûr, pas en tant qu'individu, c'est les hommes en tant que groupe qui font que le monde est aussi violent et brutal, et notamment évidemment vis-à-vis des femmes, et c'est très bien expliqué. Moi j'adore parce que voilà, il fait pas du not all men, c'est-à-dire qu'il explique bien que c'est le groupe homme qui est problématique. Les femmes, elles, ne sont pas à l'origine des guerres, ne se violentent pas entre elles, ni ne violentent pas les hommes d'une façon générale, hein, bien sûr. Je le redis parce que toujours des gens qui vont me dire « Oui, mais tu oublies le cas de machin. » Oui, on sait, bien sûr, il y a des femmes qui violentent les hommes. Oui, mais ça reste anecdotique. On parle vraiment d'un sexisme, enfin d'une misogynie systémique en fait, hein. Voilà, c'est le système qui veut ça. Et là c'est super bien expliqué dans ce livre, tout en gardant le suspense bien sûr du côté fantastique. On a ce personnage d'Ivy Black qui en fait représente, donc on comprend rapidement, hein, qui représente Eve, hein, tout simplement, et qui est là donc pour amener en fait les femmes dans son monde sans hommes en fait, et qui est là pour... En fait, Eve, c'est un peu... Oui, c'est la tentation, justement, de se libérer. Et d'ailleurs, oui, c'est amusant parce que dans le péché originel, dans l'histoire du péché originel, en fait, on a d'abord, avant Eve, il y a d'abord eu Lilith. Lilith qui était trop rebelle pour Adam. Adam, donc, a demandé à avoir une femme un peu plus soumise. Et Ève est arrivée, et Ève n'a finalement pas été si soumise que ça, hein, puisqu'elle a entraîné, comme on le sait, donc Adam sur Terre, en fait, à être bannie du paradis, parce qu'elle avait goûté le fruit défendu. Et au final, voilà, c'est en fait Ivy Black, et c'est un peu cette représentation, voilà, qui dit qu'il faut fuir les hommes. Bon, alors évidemment, je ne vous dis pas ce qui se passe
dans le livre, le fait est que ce n'est pas manichéen, rassurez-vous. Le message n'est pas de dire que les femmes doivent vivre sans hommes, rassurez-vous également. Mais c'est juste, voilà, de dire attention, attention les hommes, attention, vous allez créer le chaos, vous créez déjà le chaos parce que les femmes ne sont pas bien, tout simplement. Les femmes ont besoin simplement d'être en sécurité. Elles ont besoin de bienveillance, elles ont besoin de liberté. Et voilà, et c'est le message que tentent de faire passer les auteurs, donc Stephen King et Owen King, son fils. Et moi, je les en remercie parce que voilà, ça permet un peu de démocratiser le féminisme derrière donc ce côté fantastique, horrifique. Et je trouve ça, voilà, je trouve ça bien. Donc j'espère vraiment, voilà, c'est dommage que ce soit un peu long, que les gens du coup ils aient un peu de mal à voilà, se plonger dedans, parce que je trouve que c'est vraiment très très important pour tout le monde. Voilà. Ensuite, alors je suis restée sur Stephen King. Bah oui, quand même, c'est le mois de l'horreur. Enfin, l'horreur ne peut pas se faire sans Stephen King, qui est quand même le maître en la matière. Après avoir lu quelque chose quand même d'assez, comment dire, d'assez soft avec Sleeping Beauties, je suis partie dans quelque chose d'un peu plus hard. Et c'est une lecture que j'avais déjà faite quand j'étais ado, enfin quand j'avais 12 ans. C'est une des premières lectures que j'ai faites de Stephen King et j'ai eu envie de le relire, voilà, pour voir ce que ça donnerait avec mes yeux d'adulte. Il s'agit donc de Marche ou crève. Donc Stephen King sous le pseudonyme à l'époque de Richard Bachman. Alors on est là, par contre on est dans une dystopie. Donc chaque année on a ce qu'ils appellent la longue marche qui est organisée. Alors qu'est-ce que la longue marche? Donc c'est un ensemble de marcheurs, en l'occurrence que des hommes d'ailleurs, mais bon c'est pas un problème à la limite. Un ensemble de marcheurs donc qui doivent maintenir le rythme. Alors la course dure limite indéfiniment en fait, et vous allez comprendre pourquoi. À chaque fois qu'un marcheur descendra en dessous des 6 km/h, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 6 km/h, à chaque fois qu'un marcheur descendra en dessous des 6 km/h pendant un tel nombre, pendant une tel intervalle de temps, je crois que c'est 20 secondes, et il se prendra un avertissement, et au bout de 3 avertissements, c'est la mort, tout simplement. Il n'y a pas de spoil, hein, c'est comme ça. Et donc on a Garati qui est le héros, le narrateur, enfin c'est pas le narrateur puisque c'est à la 3e personne, mais on va dire que c'est du point de vue de Garati qui va donc participer à cette longue marche et qui va donc subir un véritable enfer puisque marcher pendant des heures et des jours, ce n'est évidemment pas si simple. Et voilà, il va se rendre compte que, évidemment, c'est pas une promenade de santé, si sportif soit-il. Au début, il part tout pimpant, tout fier parce que c'est un héros dans son état, etc. C'est le représentant de son état. Je sais plus, le main, je crois. Je sais plus, désolée. Bref, c'est le représentant de son état et tout le monde l'encourage et donc il se sent boosté par ça. Sauf que... il va vite se rendre compte déjà à partir des premiers meurtres, hein, puisqu'on peut parler de meurtre, que ça va pas être si simple. Et surtout, il va comprendre qu'en fait, il n'y a pas de fin à cette course. La fin, il n'y a pas de fin physique, il n'y a pas de lieu en fait. La fin arrivera à partir du moment où il n'en restera plus qu'un. Voilà, c'est un peu comme Battle Royale. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'en tant que critique de la société, ça m'a beaucoup fait penser à Battle Royale. Là, on n'a que des ados, pareil. Alors, ils ne s'entretuent pas, mais c'est tout comme. Ils sont en compétition les uns avec les autres. Et c'est le dernier en vie qui l'emportera. Donc forcément, c'est un peu chacun pour sa gueule. Et c'est un peu cette responsabilisation, en fait, des adolescents dans une société où, c'est du chacun pour soi. C'est un peu du voyeurisme, c'est un peu du pain et des jeux, voilà, pour tromper la foule en fait, hein, pour aveugler le peuple.
Ça m'a un peu fait penser à la télé-réalité du coup, hein, puisque bon, les gens sont là pour assister à la course et voilà, c'est du voyeurisme, plus c'est trash et mieux c'est. Voilà, donc derrière cette histoire qui semble pas banale, hein, pas du tout banale, mais qui semble facile, on va dire, hein, à mettre en œuvre, il y a quand même voilà, tout un message, et voilà, Stephen King est fort pour ça. Derrière chacun de ses livres, si horrifique soit-il, il y a toujours un message derrière. Et du coup, voilà, quand je l'ai lu, quand j'avais 12 ans, évidemment, j'ai pas vu le message. Moi, pour moi, tout ce que je voyais, c'est que c'était trash et ça me plaisait. Je me souviens d'ailleurs, voilà, que y a certaines scènes qui m'ont paru absolument atroces à l'époque. Et bon, évidemment, quand je les relis maintenant, c'est très gentillé. Mais bon, c'est normal. Mais il n'empêche que voilà, là, j'ai pu voir un peu ce message derrière. On a un instigateur de la course aussi, hein, donc c'est lui qui crée ça pour le fric, hein, en fait, tout simplement. Voilà, c'est vraiment cette course, enfin cette marche en l'occurrence, c'est vraiment de la poudre aux yeux, hein, c'est voilà. Je vous le conseille, il se lit vraiment hyper vite. Alors ensuite, je suis retournée dans un grand classique de l'horreur, et pour cause. Alors je ne l'avais toujours pas lu, même si je connaissais l'histoire. Il s'agit de Dracula, de Bram Stoker, donc c'est l'histoire de vampire par excellence, hein. On est bien loin du Twilight en l'occurrence, vous allez comprendre pourquoi. Si vous ne connaissez pas déjà l'histoire. Donc le synopsis en l'occurrence, c'est Jonathan Harker qui doit se rendre dans les Carpates pour son travail. Il est accueilli par le comte Dracula. Et très vite, il va se rendre compte que le comte est quand même assez particulier et qu'il se passe des choses très étranges dans son manoir. Et donc on sombre petit à petit dans l'horreur. Moi, c'est cette partie-là vraiment que j'ai le plus préférée. J'ai adoré cette première partie avec Jonathan Harker parce que c'est la plus flippante, hein, tout simplement. C'est effrayant, on se demande ce que Dracula va faire, ce qui va se passer dans cette maison, etc. On sent que Jonathan est en danger, on sent qu'il est prisonnier, voilà, donc on est vraiment en empathie, en angoisse totale. Et puis ensuite, la deuxième partie va se passer à Londres. On va être avec le docteur Seward et le docteur Van Helsing qui vont enquêter sur la maladie subite et particulière et très étrange de Lucy, qui est une amie de la compagne de Jonathan Harker. Donc la compagne, c'est Mia, et son amie Lucy en fait a une maladie, elle aura fait de l'anémie, elle est hyper faible, fait des cauchemars la nuit, enfin on sent que voilà, ça faiblit de jour en jour, et donc il va y avoir une enquête par rapport à ça. Je ne vous en dis pas plus évidemment. Donc en fait la narration, c'est un mélange de journaux intimes et de lettres. Voilà, tout simplement. Donc on a voilà, journal de Jonathan Harker, journal de Mia, etc. Et les lettres que les protagonistes s'envoient entre eux. Et oui, voilà, c'est très beau, on sent l'esthétisme dans le livre, il n'y a pas de souci. Néanmoins, voilà, certaines choses m'ont posé problème. Alors déjà, moi, comme je vous dis, j'ai adoré la première partie. J'ai adoré aussi la partie sur la maladie de Lucy, mais alors après, tout ce qui est sur comment éradiquer en fait, hein, le phénomène, on va dire, je vais pas vous en dire plus. Cette partie-là m'a moins plu, j'ai trouvé que c'était un peu longué. Et puis surtout, voilà, ce qui m'a saoulée, deux choses, c'est le sexisme. Purée. Alors là, franchement, c'est vraiment affreusement sexiste. Oui, c'est l'époque, il n'empêche que j'ai lu d'autres livres, d'autres classiques, d'autres vieux livres qui n'étaient pas sexistes. Là, vraiment, on est sur des commentaires du style elle est intelligente, elle a le cerveau d'un homme. Enfin, c'est pas possible de lire des choses comme ça, et c'est tout le temps, c'est les femmes doivent être protégées, ce sont des êtres fragiles, etc. Voilà, les hommes, par contre, c'est des héros, c'est des Superman, quoi. En gros, c'est tout le temps comme ça.
et c'est insupportable. Et autre chose insupportable, c'est ma chère, 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 chère Mia, mon cher, cher, cher docteur Seward, machin. Enfin, c'est que des chers, 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 et c'est tout le monde s'aime, et c'est le monde des bisounours. Lucie, ils sont au moins 3 ou 4 à l'avoir demandé en mariage, mais ils sont pas jaloux les uns des autres. Oh bah non. Oh, elle a décidé d'épouser un tel, mais oh, mais c'est un homme tellement noble, bah, parce que tous les hommes sont nobles, hein, les femmes sont pas nobles par contre, mais tous les hommes sont nobles. Enfin voilà, c'est ils s'admirent tous les uns les autres, machin, et ils donneraient leur vie. Enfin, ils se connaissent depuis 3 jours, mais ils peuvent donner leur vie pour les autres, il n'y a pas de souci. Ils donnent tous leur sang, d'ailleurs. Bon, on s'en fout, hein, qu'il n'y ait pas de compatibilité entre les groupes sanguins, mais c'est pas grave. Voilà, enfin, c'est... oh, et ma chère, chère, chère Mia, qui est si fragile. Ah oui, bah Mia, la peau. Alors Mia, moi j'adorais ce personnage de Mia, justement, parce qu'elle a le cerveau d'un homme, hein, donc forcément, elle est très intelligente. Et Mia, bah, malgré le fait qu'elle soit intelligente et qu'elle ait quand même réussi à trouver certaines solutions dans l'histoire, et ben on la met quand même de côté parce que la pauvre, il faut quand même la protéger. Bah oui, on va pas la mettre en danger, oh là là, non, non, non. Bref, voilà. Donc oui, non, j'ai du mal. Voilà. Après, au-delà de ça, l'histoire est super. Voilà, moi je vous dis, grosse claque pour la première partie que j'ai dévorée. Et puis la fin, un peu moins. Bon, et voilà. Mais bon, c'est un classique, il faut l'avoir lu. Je l'ai lu, voilà. Ensuite, alors je suis partie dans toute autre chose. Alors là, on n'est plus du tout dans un classique, plus du tout dans les belles écritures, etc., les messages, machin. On va partir sur quelque chose de très simpliste, mais de très trash par contre. C'est King's Game Origin de, excusez-moi, Nobuaki Kanazawa. Alors cette saga, donc j'avais lu les 2 premiers, donc King's Game et King's Game Extreme. Alors j'avais beaucoup aimé King's Game, bon je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et notamment quand je parlais des mangas, que j'adorais, voilà, ces histoires de défis, tu fais ça sinon tu meurs. Moi j'aime bien. Après voilà, il y a 2 sortes de défis comme ça, il y a 2 sortes de mangas romans, on va dire japonais comme ça. C'est soit c'est très travaillé, on a vraiment un machiavélisme et des stratégies à avoir, etc. Voilà, et là oui, là on est dans du vrai thriller horrifique, on va dire, hein, c'est-à-dire que on va vraiment s'interroger sur, oui, voilà, quelle stratégie adopter pour essayer de sauver le plus de personnes possible. Là, voilà, on est dans un vrai travail. Et puis, il y a les défis du genre, bon, voilà, c'est tu fais ça, sinon tu meurs. Et là, c'est... à l'arrache, on va dire, on est dans du destination finale japonais, c'est-à-dire qu'on sait que tout le monde va mourir de toute façon, reste à savoir comment, reste à savoir à quel moment, et en général, voilà, ce qui est intéressant dans ce genre de cas, parce que bon, il y a quand même un intérêt, sinon ce serait pas drôle, c'est de savoir, voilà, quelle va être la façon la plus sadique de tuer les gens. Et voilà, et donc là on est complètement là-dedans, hein, vraiment, donc il faut pas chercher une grande écriture, hein, on est dans du young adulte, c'est, voilà, donc là on est dans, alors King's Game Origin, en fait, on est revenu aux origines de la malédiction, puisqu'il s'agit d'une malédiction, en fait. Alors l'auteur aurait pu décider de poser l'action dans une salle de classe aussi, hein, mais... il a préféré choisir un village. Alors je pense que c'est aussi parce que donc on a toutes sortes d'habitants, et notamment au niveau des âges, hein, puisque on a autant donc des anciens que des enfants. Pas de nouveau-nés par contre, on va pas aller trop loin quand même, on sait jamais, mais bon, il n'empêche qu'il y a des enfants. Voilà, donc un village, une trentaine de personnes, hein, quand on dit un village, là pour le coup c'est un mini hameau, parce que tout le monde se connaît, hein, évidemment. Dans King's Game, hein, c'était donc sur les téléphones, hein, on recevait donc un message sur le téléphone, sur le portable, et on devait donc faire le défi, sinon on mourait. Et puis là, bah, ça se passe dans les années 70.
Donc ça se passe par lettres en fait, donc il y a des lettres qui apparaissent, on ne sait pas comment. et donc voilà, il y a les consignes, il faut répondre aux consignes. Voilà. Évidemment, la police est rapidement envoyée sur place pour enquêter. À partir du moment où il y a les premiers morts, et puis on va avoir une batterie de scientifiques, et alors là c'est très très drôle parce que on va avoir une explication scientifique au phénomène, et je vous raconte pas, mais c'est à mourir de rire. Quand j'ai vu ça, j'ai fait non mais ils sont sérieux. Alors je me souviens plus si c'était expliqué aussi dans King's Game, c'est pas le truc qui m'a marqué, mais là par contre ouais non, c'était tellement risible. Mais bon, voilà, donc franchement faut le prendre au 10 millième degré, hein. On est vraiment dans un truc, voilà, c'est du gore pour du gore, il faut pas chercher un truc philosophique derrière. Voilà, alors dans tous les trucs, dans tous les survival japonais comme ça, comme dans Battle Royale, on a toujours le héros qui est absolument altruiste, qui veut sauver tout le monde, etc. On a la petite amie du héros qui est douce, voilà, qui veut absolument protéger. Et puis on a la peste, qui est en général mon personnage préféré, parce que c'est souvent le plus intéressant. La peste qui n'en a absolument rien à foutre de personne, qui veut juste sa propre survie. Et a raison, j'ai envie de dire, en même temps, hein, le but c'est quand même de survivre, mais alors elle, pour le coup, voilà, elle est prête à tuer père et mère et enfant et peu importe, du moment qu'elle survit, et elle va élaborer toujours voilà, des stratagèmes plus horribles les uns que les autres. Mais en même temps, c'est ça qui fait l'intérêt du truc. Et voilà, dans Battle Royale, vous aurez reconnu Mitsuko, hein, moi j'adore ce personnage, et a fortiori dans le manga, parce que dans le film, en fait, on développe pas assez les personnages, c'est dommage. Dans le manga, on apprend leur passé, et là, voilà, ça vaut vraiment le coup. Et on découvre, que tout n'est pas manichéen. Voilà, donc bon, au final, voilà, ça reste de la lecture détente, ça se lit hyper vite, mais vraiment, hein, il y a 400 pages, j'ai lu ça comme si il y en avait 200 ou 300, quoi, tellement c'était, voilà, tellement ça se lit bien. Voilà, ça change, hein, ça change des autres. Et enfin, je suis revenue sur un classique, un peu plus récent celui-là, mais il n'empêche que ça reste une œuvre mythique, hein, dans le monde de l'horreur. Puisque elle a également été adaptée en film, dont le personnage antagoniste fait partie des personnages les plus connus, à l'instar de Jason, de Michael Myers, de Freddy, Leatherface, voilà, tous ces grands méchants de l'horreur. Là, en l'occurrence, c'est Pinhead, puisque j'ai lu Hellraiser de Clive Barker, alors dans son édition collector qui est absolument magnifique d'ailleurs, je suis contente de l'avoir trouvé, et je ne connaissais absolument pas l'histoire d'Hellraiser. Je n'ai pas vu le film, oui je sais c'est un tort, et donc je me suis dit que c'était l'occasion. Moi en général je préfère lire les livres que regarder les films, et si je dois regarder les films je préfère lire les livres en premier, puisque dans ce sens là c'est toujours plus facile et plus intéressant aussi finalement, parce que regarder les films ça tue un peu l'imagination, on va dire, voilà. Donc là j'ai pu imaginer, et pour cause, parce que les Cénobites, qui sont donc les personnages tels que Pinhead, qui sont en fait les antagonistes, et qui sont des personnages d'un autre monde en fait, on ne sait pas trop d'où ils viennent, hein. C'est un truc totalement fantastique, on ne sait pas si ce sont des extraterrestres ou si c'est un monde parallèle aussi, enfin bon bref, peu importe, on se pose même pas la question. Mais ils sont super effrayants. Moi franchement j'étais dedans, parce que voilà, j'imaginais les supplices qu'ils commettaient. L'histoire est super courte, franchement ça se lit en un temps record. Pour le coup c'est presque dommage même d'ailleurs, parce que je trouve que ça aurait mérité vraiment d'être très... Alors je sais pas s'il y a eu d'autres films, s'il y en a eu qu'un seul en fait, je vous avoue je me suis pas renseignée sur la question, mais voilà, ça aurait mérité une histoire un peu plus approfondie, notamment sur les Cénobites, parce qu'on a envie d'en savoir plus sur les Cénobites.
Donc l'histoire, c'est Frank qui trouve donc une boîte, voilà, un cube comme celui-ci, qui est un genre de casse-tête, et il sait qu'en résolvant ce casse-tête, il va faire apparaître les Cénobites, et que les Cénobites vont, donc d'après la légende en tout cas, vont lui faire vivre tous les plaisirs dont il rêve, hein. On parle notamment de plaisirs sexuels, voilà, vont intensifier ses sens. Et effectivement, hein, c'est plus ou moins ce qui se passe, sauf que en fait, bon, bah, ce qui se passe, c'est que ça va partir beaucoup plus loin que du simple plaisir. Il va basculer dans l'horreur. Et puis on a donc son frère qui est marié avec Julia, donc son frère Rory qui est marié avec Julia, Julia qui a toujours été amoureuse de Frank et qui le découvre en fait sous une forme non humaine en fait. Et alors c'est impossible à expliquer et puis de toute façon je vais pas tout vous dire, mais en gros il a besoin de sang pour reprendre forme humaine, et donc elle va lui donner du sang, enfin de sang et de chair en l'occurrence, donc elle va tuer des gens pour lui, voilà. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est juste trop court, mais voilà, ça vaut le coup d'œil, et je pense que prochainement, si j'ai l'occasion, je verrai le film. Je sais à quoi ressemble un Pinhead, du coup il est Cénobite, donc ça pour le coup c'est un peu dommage, mais d'un autre côté, bon, au moins ça m'a permis de mettre des visages, on va dire, si on peut appeler ça des visages. Voilà, j'ai lu ensuite American Elsewhere, qui est une sortie donc de la rentrée littéraire. Je voulais le lire depuis un moment, alors c'est un gros pavasse, hein, je l'ai pas physiquement, je l'ai en e-book. Il fait plus de 800 pages, et j'étais curieuse en fait parce que ça me présentait, voilà, on me présentait ce livre comme un genre de Stephen King, voilà, dans l'Amérique profonde. J'aime bien ce genre de choses. Et effectivement, donc on est avec Mona. Mona hérite de la maison de sa mère qui s'est suicidée quand elle était petite. Donc elle hérite d'une maison appartenant à sa mère. C'est pas sa maison, c'est pas la maison où elle a vécu, mais c'est une maison dans un village qui s'appelle Wink, et elle a et donc elle va partir pour récupérer cette maison, sauf que en fait Wink n'existe pas sur aucune carte. Elle sait par contre qu'il y a un laboratoire à côté, donc elle va réussir à se repérer grâce à ça. Elle sait que sa mère a travaillé dans ce laboratoire d'ailleurs. Et en fait, quand elle va arriver dans Wink, elle va se rendre compte que les gens ont vraiment des attitudes assez bizarres. Donc elle va arriver déjà en plein milieu d'un enterrement qui apparemment donc, est l'enterrement d'un grand ponte, puisque tout le monde est malheureux, quasiment tout le village est là. Et en fait, je peux pas trop vous en raconter, mais voilà, elle va découvrir petit à petit ce qui se passe réellement dans ce village, et on est... Alors, si je peux vous dire quand même, je préfère prévenir, ça part un peu en SF en fait, on n'est pas que dans l'horreur, enfin si on est dans l'horreur tout le long, mais il y a une grosse partie SF, autant vous dire qu'au début on est dans du John Carpenter à l'antre de la folie, pour pour continuer en tout cas sur The Thing, voilà. Vis toujours dans le John Carpenter, j'avoue, c'est très carpenterien pour le coup. Les références sont assez nombreuses. C'est vrai que ça fait beaucoup penser à Stephen King, ça fait penser à du Lynch aussi, dans le côté un peu what the fuck. Je peux pas trop vous en dire. Il y a aussi du Tarantino parce qu'il y a beaucoup d'humour noir, voilà, des dialogues assez percutants, incisifs. Et ouais, non, j'avoue que on voit pas passer les 800 pages parce qu'on est vraiment dans l'histoire, et ça part totalement what the fuck, mais vraiment, et c'est assez horrible. Et c'est assez intéressant, mais alors qu'est-ce que c'est what the fuck? Mais pas what the fuck dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que tout a une explication. C'est juste que waouh, c'est parti dans des trucs mais hallucinants, voilà. Donc je vous le conseille, American Elsewhere, si vous voulez lire un livre horrifique de la rentrée littéraire, il n'y en a pas beaucoup. Donc partez vers American Elsewhere. Et enfin, j'ai terminé avec donc un autre e-book
Alors dans un autre domaine, encore une fois, il s'agit de Faerie de Raymond Fest. Alors là, on est vraiment dans la fantasy horrifique. Alors moi, je suis pas très fan de fantasy. Néanmoins, j'avais besoin de lire un livre sur les fées pour le challenge, le Pumpkin Autumn Challenge. Et je me suis dit que quitte à lire un livre sur les fées, autant partir sur quelque chose qui est de l'ordre plus du thriller horrifique, tout en étant fantasy évidemment. Et donc je suis partie sur Faerie et franchement j'avoue que j'ai vraiment beaucoup aimé, sauf la fin. Enfin la fin, on va dire la dernière partie. Alors oui, on est vraiment dans l'horreur pure. C'est fou parce qu'on se dit, bon, c'est de la fantasy, ça fait un peu, vous savez, les sagas fantastiques, heroic fantasy, un peu young adulte et tout, sauf qu'en fait, non, on est vraiment plus dans de la dark fantasy. Voilà, il y a une scène de viol notamment, il y a des meurtres, il y a des trucs assez horribles. Donc ouais, non, c'est trash, hein, c'est trash. N'imaginez pas lire de young adulte, c'est assez trash. J'ai trouvé qu'il y avait des messages assez intéressants dedans, c'est assez féministe notamment. Mais bon, ça reste en filigrane, hein. C'est pas le premier. Là, on est vraiment voilà dans un truc horrifique. Qui sont donc ces créatures hein, qu'on aperçoit. Comment se fait-il voilà, que les protagonistes tombent alors ne meurent pas forcément mais finissent à l'hôpital en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe, voilà, donc on est un peu dans du thriller parce qu'il y a quand même une enquête, etc. Et puis par contre la dernière partie, alors une fois que tout est révélé, on est vraiment dans de la fantaisie pure, donc une quête, etc. pour arriver donc à tuer les antagonistes. Hein. Et là, non, là, ça m'a un peu saoulée. J'avoue que la fin, ouais, c'est pas mon truc. Je sais qu'il y en a qui vont adorer, mais moi, l'histoire de quête, voilà, d'heroic fantasy, tout ça, c'est pas mon grand kiff. Donc tout ce qui était autour des légendes, etc., un peu théorie du complot, il y avait toute une théorie du complot, j'ai pas trop kiffé, voilà, moi j'ai vraiment plus préféré la partie horror thriller, là j'ai bien accroché, voilà, mais je le conseille quand même, hein, surtout si vous êtes fan de fantasy et a fortiori d'horreur, foncez quoi, franchement allez-y, c'est un one shot en plus qui est assez rare dans la fantasy, donc c'était parfait pour moi. Voilà, et écoutez, ce sera tout, c'est déjà pas mal, hein, puisqu'il n'y a pas moins donc de 9 livres en l'occurrence. Voilà, ce fut un mois riche, et puis là, ce mois-ci, j'ai commencé mes lectures pour le Black November dont je vous ai parlé la dernière fois. Ça s'annonce pas mal, je vous ferai, alors je ne sais pas ce que je ferai comme prochaine vidéo, peut-être un petit bilan en cours, ou alors je partirai sur toute autre chose, il faut que je réfléchisse. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures. J'espère que vous participez au challenge Black November, au 20 News Challenge aussi. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Miaou!